Hop là. Bon, bah écoutez, rebonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup d'être présents aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire ensemble est de vous donner des informations, des clés, des méthodes pour vous permettre d'animer et de valoriser votre démarche RSE en interne et en externe. Donc, pour me représenter rapidement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Marion Martinez. Je dirige la société Rupture Engagée depuis 2 ans, qui est une société que j'ai créée à La Rochelle, qui a comme objectif d'accompagner les TPE-PME dans la structuration de leur démarche RSE, le déploiement de cette démarche et aussi la communication, la valorisation de cette démarche. Moi, dans le passé, j'ai toujours travaillé en RSE. J'ai d'abord travaillé pour le label Lucie, qui est donc un label qui vient labelliser les entreprises sur leurs engagements, et aussi pour la société Ecovadis. Et ces deux expériences-là m'ont permis de comprendre que souvent, quand on est une TPE-PME, on fait des choses en RSE, mais c'est du par-ci, par-là, ce sont des actions ponctuelles, ce n'est pas forcément ni structuré ni formalisé. Et le deuxième constat, c'est que quand bien même on fait des choses, on ne sait pas forcément le faire vivre, le communiquer, le valoriser en interne et en externe. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour ce webinaire, c'est pour donner des clés aux entreprises qui nous écoutent sur comment mobiliser, valoriser et communiquer votre démarche RSE en interne auprès de vos collaborateurs et en externe. Hop, alors c'est parti. On va voir plusieurs choses ensemble. On va déjà voir pourquoi est-ce que c'est important de communiquer, de valoriser, de faire vivre sa démarche. On verra donc les 12 bonnes raisons. On va aussi parler des 10 bonnes pratiques de communication et valorisation que vous pouvez faire en interne et en externe. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses que l'on peut faire. Hein. Ça ne se résume pas uniquement à ces 10 points. Mais ces 10 points m'ont l'air, vous le verrez, plutôt très bien pour commencer. Ce sont des must-have de bonnes pratiques pour faire vivre sa démarche en interne et en externe. On verra aussi les 7 conseils, les 7, ce que j'appelle quick wins, c'est-à-dire les petits pas faciles à faire mais très efficaces qui pourront vous permettre de réussir votre démarche RSE. Et enfin, on aura un dernier sujet pour aller plus loin, pour voir les prochains rendez-vous ensemble et pour répondre à vos questions. Pour répondre à une question que je vois dans le chat, effectivement, la présentation vous sera envoyée et le replay du webinaire également. OK? Allez, c'est parti. 12 bonnes raisons de communiquer, de valoriser, de faire vivre sa démarche RSE en interne et en externe. Alors évidemment, il y a toujours plein de bonnes raisons de communiquer, mais encore plus en RSE. Voilà les points que je peux vous partager. La première bonne raison de communiquer, de valoriser, de faire vivre sa démarche, c'est d'impliquer ses parties prenantes. Cela permet d'impliquer ses parties prenantes. Et vous le savez, mettre en place une démarche RSE, c'est se poser la question de l'impact que l'on a sur ses parties prenantes internes, comme ses collaborateurs, mais aussi ses parties prenantes externes, comme ses fournisseurs, ses clients, son territoire. Le fait de valoriser, de faire vivre sa démarche, ça va nous permettre de les impliquer, ce qui correspond donc exactement au principe de la RSE et à la manière que l'on a de piloter notre démarche RSE. Ça va aussi permettre de formaliser ce qui est fait, parce que peut-être que vous faites déjà plein de choses, mais si vous souhaitez le communiquer, ça va bien vous obliger à le formaliser au travers d'une procédure, d'un document, d'une charte, d'une photo, enfin, d'un élément de communication dont vous avez besoin pour communiquer. Donc, ça va aussi venir contribuer à votre démarche RSE en formalisant ce que vous faites. Communiquer pour donner envie, pour encourager à faire d'autres actions. C'est vrai que si on fait vivre notre démarche RSE auprès de nos collaborateurs ou en externe, eh ben, ça va donner envie, ça va donner envie aux autres de participer, de contribuer, de remettre en question leurs choix, leur manière de consommer, peut-être même au niveau personnel. Et il y a un petit dicton que j'aime bien qui dit Be the change you want to see in the world. Et je pense que c'est assez intéressant de penser comme ça, puisque en montrant l'exemple, c'est la meilleure manière de donner envie aux autres de contribuer eux aussi aux engagements. Améliorer l'image de marque, améliorer la notoriété de l'entreprise. C'est vrai que ça peut être un avantage compétitif, un avantage économique. Montrer l'exemple, montrer que c'est possible, même en tant que TPE, PME, vous savez,
On attend souvent que ce soit les politiques qui agissent, que ce soit les grands groupes qui agissent. Évidemment, c'est aussi à eux en priorité d'agir et de faire quelque chose. Mais nous aussi, en tant que citoyens, en tant que dirigeants de TPE, PME, on a aussi notre rôle à jouer dans la résolution des problématiques mondiales, des problématiques planétaires. Et donc, montrons que c'est possible, que l'on peut agir, même quand on est petit, et communiquer sur ses engagements RSE permet de faire ça. Attirer de nouveaux clients, gagner de nouveaux marchés. C'est vrai qu'on n'arrête pas de dire qu'avoir une démarche RSE permet de se différencier des entreprises qui n'en ont pas et d'attirer des clients qui sont de plus en plus sensibles et attentifs aux engagements. Mais ça, c'est vrai uniquement si ces clients, si ces prospects sont au courant de ce que l'on fait. Donc, c'est une nouvelle bonne raison de communiquer. Recruter, toucher plus facilement les nouvelles générations. Provoquer de l'adhésion sur ces projets en interne, je pense que ça a été encore plus vrai depuis le Covid, qui a beaucoup fragilisé les organisations, la manière de travailler. On a moins de moments fédérateurs, on a moins de moments ensemble. Et le sujet du développement durable et de la RSE est très fédérateur et permet vraiment de mobiliser sur un sujet commun qui nous concerne tous. C'est vraiment très important pour cette raison-là de faire vivre sa démarche RSE, c'est que ça va permettre de récolter de l'adhésion de la fédération en interne sur ces sujets qui sont essentiels. Provoquer des prises de conscience, provoquer des déclics, faire connaître les bonnes pratiques aussi, c'est important. Permettre le bon déploiement du plan d'action, puisque lorsque l'on met en place un plan d'action sur la RSE, on ne peut pas être tout seul à déployer ce plan d'action parce que les actions auxquelles on aura réfléchi vont forcément concerner d'autres personnes, d'autres parties prenantes. D'où l'intérêt et même l'obligation de les faire participer, de les impliquer et donc de communiquer, de faire savoir nos engagements. Et enfin, c'est vrai que communiquer sur sa démarche RSE, ça nous oblige aussi à tenir nos engagements parce qu'une fois qu'on l'a communiqué, une fois qu'on l'a fait savoir, on est bien obligé de respecter l'engagement, l'information, l'enjeu sur lequel on s'est exprimé et l'engagement que l'on a pris. Parce que sinon, ça ne sert à rien de communiquer parce que le faire ce que je dis mais pas ce que je fais ne fonctionne pas et est même très contre-productif. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les bonnes raisons de communiquer. C'est vraiment important et d'expérience, ce que je peux vous dire, c'est que ça va venir vraiment différencier une entreprise qui réussit sa démarche RSE d'une entreprise qui a du mal à la faire vivre. Ce que j'ai constaté, c'est que ce qui fait échouer ou ce qui vient mettre des difficultés dans les démarches RSE des entreprises, c'est que souvent on part tout feu, tout flamme, on est très content de mettre en place un plan d'action, etc. Mais ça s'essouffle vite et dès qu'on n'en s'occupe plus, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que communiquer, que valoriser, que faire vivre va vous permettre de garder l'énergie de votre démarche RSE et donc sa réussite sur le long terme, puisqu'on est vraiment sur des sujets long terme. OK. On continue, je vais vous partager un petit moyen mémotechnique pour votre démarche RSE que j'appelle la méthode des 3 fers. Le faire savoir, le faire faire et le faire vivre. C'est vraiment des mots-clés en RSE sur les sujets de développement durable pour mobiliser en interne, pour faire participer, faire savoir, c'est-à-dire user de pédagogie, partager le pourquoi. On va beaucoup parler de ce fameux pourquoi pendant ce webinaire et aussi communiquer en toute transparence, c'est-à-dire parler autant de ce que l'entreprise fait déjà de bien, mais aussi assumer ses imperfections, ses axes d'amélioration et en parler autant que le reste, autant que le positif pour montrer qu'on est une société qui s'engage à faire des choses bien, mais à progresser pour continuer à faire des choses mieux. On a aussi le faire faire. C'est vrai que parfois en entreprise, on a ce format d'avoir un référent RSE, un responsable RSE. OK, d'accord, mais n'oublions pas de faire participer les autres collaborateurs parce qu'on ne peut pas attendre d'une seule personne en entreprise qu'elle fasse vivre une démarche RSE auprès de tous. Pour cette raison, on a vraiment besoin de faire participer au travers de groupes de travail. On sait qu'en RSE, par exemple, il y a 7 thèmes. Et pourquoi pas avoir un groupe de travail sur chacun des thèmes où le référent RSE serait là à chaque fois.
Ne pas sous-estimer non plus le rôle des managers. C'est vrai que les managers sont de véritables relais entre la stratégie RSE et comment est-ce qu'elle se fait vivre sur le terrain. Donc, les managers vont vraiment devoir être impliqués et devoir participer à ces actions de RSE, mais aussi de communication. Et enfin, le faire vivre. On verra aussi des petites techniques pour faire vivre votre engagement RSE. Ça peut être au travers d'événements comme la Journée mondiale de la Terre, la Journée mondiale des océans. À cette occasion, on peut faire intervenir des prestataires externes pour des formations, pour des conférences, pour des ateliers, des team building. Et ne pas hésiter aussi à faire des points mensuels, c'est-à-dire qu'il faut faire de la RSE un sujet régulier, un sujet intégré au quotidien de l'entreprise. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir communiquer, valoriser et faire vivre ces engagements. Hop, allez, c'est parti. 10 bonnes pratiques pour faire vivre, communiquer, valoriser votre démarche RSE en interne et en externe. La première bonne pratique que je peux vous partager, c'est tout simplement de rédiger des supports de communication, des rapports RSE, des infographies, des plaquettes, des dépliants, peu importe. Choisissez le format qui correspond le mieux à vos parties prenantes, qui sera le plus lu ou le plus impactant pour elles, et formalisez dans ce document-là vos bonnes pratiques, vos indicateurs et vos axes d'amélioration. Le fait d'avoir un support de communication comme un rapport RSE ou une plaquette RSE qui est vraiment dédiée à ces sujets-là, ça va vous obliger à formaliser et ça va vraiment venir crédibiliser vos engagements et ce que vous faites dans votre entreprise. Tac. Deuxième bonne pratique, les chartes RSE. Les chartes, c'est un document qui va venir engager moralement vous, l'entreprise, et une partie prenante. On peut avoir une charte de bonnes relations au travail pour ses collaborateurs. On peut avoir une charte de bonnes relations professionnelles pour ses clients. On peut avoir une charte aussi pour ses fournisseurs. Moi, je préconise d'avoir 3 chartes différentes, une charte client, collaborateur et fournisseur, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes attentes d'une partie prenante à l'autre et on ne va pas avoir la même manière non plus de travailler avec ces différents groupes de personnes. La charte, c'est un engagement moral, vous pouvez la faire signer. Ceci dit, il n'y a pas de dimension juridique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être puni, on ne peut pas être exclu si on ne respecte pas cette charte, en tout cas d'un point de vue juridique. En revanche, étant donné que c'est un engagement moral, si jamais vous voyez que vous avez un collaborateur qui ne respecte pas du tout les points de la charte, eh ben, ça peut vous servir comme élément de discussion en disant, bah, tu vois, c'est vrai que quand tu es arrivé, on t'a fait signer cette charte, tu étais d'accord, et voir comment faire progresser les éventuelles difficultés que l'on retrouve avec ces différentes parties prenantes grâce à cette charte qui nous a engagés moralement à un moment donné de notre collaboration. Le site internet et les réseaux sociaux, donc là on est plutôt sur une communication externe du coup, et après évidemment les collaborateurs peuvent s'informer grâce aux réseaux sociaux de l'entreprise et au site internet, mais on est d'accord pour dire que les réseaux sociaux et le site internet ont d'abord une dimension de communication externe. Donc ce que je peux vous encourager, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, mais pas surtout sur les réseaux sociaux qui sont les plus pertinents par rapport à votre cible, par rapport à où se situent les personnes que vous souhaitez toucher. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est LinkedIn. Ben, c'est vrai que je prends soin à publier régulièrement des informations sur la RSE, sur mes engagements, sur LinkedIn. Ce que je vous conseille sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est d'être régulier. La régularité, c'est vraiment la clé puisque c'est comme ça déjà que les algorithmes nous reconnaissent et nous mettent en valeur. Et c'est aussi pour ça qu'on gagne la confiance et la reconnaissance de notre auditoire, des personnes qui nous suivent. Ne pas hésiter dans nos posts sur les réseaux sociaux d'inciter aux échanges, de dire qu'est-ce que vous en pensez, partagez-nous de bonnes pratiques, comment est-ce que vous faites, est-ce que ça vous étonne, puisque c'est ça aussi qui va permettre à l'algorithme de vous reconnaître et donc de booster vos publications, puisqu'on sait qu'une publication qui a beaucoup de likes et de commentaires est de plus en plus valorisée, tandis qu'une publication qui ne récolte
aucun like, aucun commentaire va être plus mis en retrait par l'algorithme. Donc les réseaux sociaux, par exemple, si vous débutez votre communication RSE, vous pouvez dire qu'une fois toutes les 2 semaines, vous faites une publication sur une bonne pratique, sur un engagement, sur un chiffre clé, sur un partenaire, sur ces choses-là qui peuvent vous permettre de communiquer sur vos engagements RSE de manière régulière. La régularité, c'est vraiment la clé. Je préfère une entreprise qui va communiquer une fois toutes les 2 semaines, mais qui ne va jamais s'arrêter de le faire, plutôt qu'une entreprise qui va essayer de faire 2 posts par semaine et qui au final va terminer par ne plus rien faire parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper autant. Pour le site internet, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un onglet, un encart exprès sur votre site dédié à la RSE. Vous pouvez appeler notre démarche RSE ou nos engagements ou nos bonnes pratiques engagées. Peu importe, il faut trouver votre mot, il faut trouver ce qui vous convient, mais il y a un onglet sur votre site internet qui vient parler que de ça, que de vos engagements, où on pourra retrouver éventuellement vos chartes, votre rapport RSE, les logos d'éventuelles associations que vous soutenez ou d'éventuels labels ou certifications que vous avez obtenus. Vous pouvez aussi, si vous avez un blog, publier régulièrement, peut-être là aussi une fois toutes les 2 semaines, un article sur vos engagements RSE, sur là où vous en êtes, sur ce que vous avez fait, sur ce qu'il vous reste à faire. Et en fait, le fait d'être présent sur votre site internet, ça va venir aussi alimenter vos réseaux sociaux, puisque imaginons que vous partagez une actualité ou un article, et vous pourrez le mettre aussi dans votre newsletter, le mettre aussi sur vos réseaux sociaux. Et en fait, en créant du contenu une fois, on va pouvoir s'en servir pour en parler plusieurs fois. 4e bonne pratique, c'est justement la newsletter. Alors, pareil, la newsletter, c'est plutôt à vocation externe. En général, on envoie une newsletter à ses clients, à ses prospects, à ses partenaires, aux gens qui sont intéressés par nos activités. Parfois, on a aussi une newsletter interne. Donc, pourquoi pas? La newsletter, en tout cas, est un parfait moment, un parfait endroit pour partager une information sur la RSE. Donc, je ne vous dis pas de faire une newsletter que sur la RSE, mais si vous en avez déjà une, intégrez-y un encart, une rubrique qui partage une actu, une bonne pratique, une info sur la RSE. Et c'est comme ça que ça va venir contribuer, passer de l'information de manière régulière. On ne va pas révolutionner votre métier, on ne va pas vous transformer en du jour au lendemain des professionnels dont la RSE est la seule obsession et le seul point de communication. Mais on va intégrer la RSE dans vos éléments de communication que vous avez déjà, à savoir peut-être la newsletter. 5, les labels RSE. Donc effectivement, là encore, c'est de la communication externe, les labels RSE. C'est un objectif final. Je ne crois pas que ce soit obligatoire, je ne crois pas que ce soit non plus obligé d'avoir un label RSE, mais ça peut être une belle reconnaissance externe pour vous permettre de valoriser que vous avez des engagements, qu'une société est venue le vérifier et vous a donné un label. Donc, quand vous aurez le PowerPoint, vous pourrez retrouver 2 documents, enfin un en l'occurrence sur cette page, en cliquant dessus sur le document que vous avez ici en photo. C'est une infographie de comparaison des différents labels, enfin des principaux labels que l'on trouve sur le marché, à savoir le label Lucie, le label Bicorp, le label Engagé RSE de l'AFNOR et le label Positive Workplace, et aussi EcoVadis, même s'il ne se considère pas vraiment comme un label, mais comme c'est une reconnaissance externe, je voulais aussi comparer. Il n'y a pas de bon ou mauvais label. Enfin, parmi ceux que je vous ai partagés, tout de moins, il n'y en a pas de bon ou de mauvais. Il faut simplement réfléchir à celui qui vous correspond le plus. Est-ce que vous êtes une TPE? Est-ce que vous avez un engagement international? Est-ce que vos donneurs d'ordre vous attendent sur des sujets-là? En fonction de ces questions et des réponses que vous avez, il y a des labels qui sont plus ou moins adaptés. Ce qui est intéressant aussi dans les démarches de labellisation, c'est que souvent, ça vous permet de rejoindre une communauté, c'est-à-dire un groupe d'autres entreprises qui vont partager aussi vos enjeux, vos difficultés, vos avancées, et donc de participer à des événements. Et ces événements sont aussi parfois l'occasion d'inviter vos collaborateurs, de les faire participer ou de les tenir au courant sur ce qui est fait durant ces ateliers avec les labels. Moi, parfois, on m'appelle au téléphone et on me dit: «Bonjour, je cherche à obtenir un label RSE.
mais je n'ai pas encore de démarche RSE. Ça, c'est vraiment pas un conseil que je souhaite partager. Je ne vous conseille pas du tout de commencer votre démarche RSE au travers d'un label. Je vous conseille au contraire de lancer votre démarche RSE. Et une fois que vous êtes mature, que ça fonctionne, qu'en interne, c'est fluide, que tout le monde est impliqué et participe, là, à ce moment-là, allez chercher un label. Je compare souvent ça finalement au permis de conduire. Évidemment que quand on nous explique qu'avoir une voiture et conduire va nous apporter plein de choses géniales, et ben, on a hâte d'avoir son permis de conduire. Mais avant de l'obtenir, on doit passer le code, on doit faire de la conduite accompagnée, on doit s'entraîner, on doit être prêt pour l'examen. Il n'est pas possible de s'inscrire au permis sans avoir passé les étapes précédentes. Et je pense qu'une démarche de labellisation pourrait être comparable. Chercher à obtenir un label, oui, mais comme un objectif long terme et pas comme quelque chose de pressé que l'on veut absolument sur court terme parce que ça ferait joli. 6e bonne pratique interne, les réunions. Voilà, tout simplement, on ne va pas chercher midi à 14 h, on ne va pas chercher à faire compliqué, on va chercher à rendre la RSE comme un sujet du quotidien, un sujet de tous, pour tous. Alors, on n'a pas besoin de mobiliser de gros moyens humains et financiers pour trouver une journée où on peut tous parler de RSE, un team building. Oui, évidemment, ça aussi, c'est une autre bonne pratique de faire un séminaire, un team building engagé. Mais en attendant de pouvoir faire ça, rendons la RSE facile, concrète et accessible en l'intégrant dans nos sujets du quotidien, dans notre réunion peut-être hebdomadaire que l'on a avec tous nos collègues et tous nos managers. Et là encore, les managers ont un rôle crucial et essentiel puisque ce sont eux, au travers de nos réunions, qui vont nous permettre de faire le lien entre la stratégie et les bonnes pratiques du terrain. Hop. Autre bonne pratique, et j'aurais peut-être même dû la mettre en premier parce qu'à vrai dire, c'est ma préférée et c'est celle, je pense, qui fonctionne vraiment le mieux, ce sont les ateliers de sensibilisation. Faisons vivre notre démarche RSE, faisons participer nos collaborateurs à cette démarche. Et pour ça, il existe des ateliers, des sujets qui sont très fédérateurs, qui mettent du sens, qui donnent des informations qui sont utiles et qui sont concrets. Donc, je vous ai mis des exemples d'ateliers que je propose, par exemple, avec Rupture Engagée. Des ateliers pour définir communément les valeurs à l'entreprise. Un atelier sur la RSE, parce que peut-être que le référent RSE, que le groupe de travail RSE a bien compris de quoi on parlait, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous les collaborateurs. Et peut-être que si on fait un petit sondage auprès de ces collaborateurs, on verrait que pour eux, la RSE, c'est l'environnement et que pour eux, l'environnement, c'est les déchets et le recyclage. Or, la RSE, c'est bien plus global et bien plus transverse. Donc, un atelier de sensibilisation à la RSE peut être un excellent moyen de donner envie, de donner de l'information et de donner du savoir-faire sur ces sujets-là. Atelier pour définir sa raison d'être. Donc ça, c'est surtout utile si on souhaite devenir entreprise à mission par la suite. Atelier sur les éco-gestes au bureau. Donc je sais qu'on a une experte du sujet que je vous recommande autour de la table, qui est donc Antoinette, qui est experte des éco-gestes et qui fait des très bonnes webinaires aussi sur ce sujet. Des ateliers sur le numérique responsable, sur les achats responsables. On peut en imaginer plein d'autres. Et on peut aussi s'appuyer sur des ateliers qui existent déjà, comme par exemple 2 tonnes. 2 tonnes, vous savez, c'est les 2 tonnes de CO2 que l'on devrait émettre par individu si on voulait se rapprocher des 1,5 degrés de réchauffement climatique. Là, aujourd'hui, on est à une moyenne de 10 tonnes. Donc, ce jeu, cette activité permet de comprendre comment baisser, quelles sont les actions qui nous permettraient de baisser nos émissions de CO2 pour nous rapprocher le plus possible des 2 tonnes auprès desquels on doit tendre. Et enfin, mes préférés, on a aussi la fresque du climat ou la fresque du numérique, la fresque de la biodiversité, la fresque océane. Bref, ces ateliers des fresques qui sont d'excellents moments d'information, de cohésion, de fédération autour des sujets de la RSE et du changement climatique. Il n'y a pas une seule entreprise que j'ai accompagnée dans sa démarche RSE globale à qui je n'ai pas préconisé une fresque ou pour qui je n'ai pas réalisé une fresque du climat. C'est un très bon moyen de donner des informations concrètes, utiles et de positionner la RSE ensuite face à ces ateliers.
Ces ateliers, on peut partir du principe qu'on peut en faire un par trimestre ou un tous les semestres, qu'on fait participer le plus de collaborateurs possible. C'est pas que pour le codir, c'est pas que pour les managers, c'est pour tout le monde. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur les ateliers de sensibilisation. Tac. Les challenges, donc là aussi c'est plutôt en interne. Je vous ai partagé un petit screenshot des collaborateurs du label Lucie et de Goodwill Management qui ont créé il y a quelques années un challenge, le challenge Web Écolo, qui était donc une semaine, un mois de nettoyage de données informatiques. Le but du challenge était de faire un concours de qui allait le plus vider ses mails, archiver ses documents, faire le tri dans son drive, limiter les impressions. Et suite à ce challenge-là, ils ont permis de valoriser les engagements de certains collaborateurs, de les récompenser au travers d'un cadeau. Ce type de challenge est aussi organisé par des organisations, comme par exemple, ça a été le cas il n'y a pas longtemps, le Cyber World Cleanup Day, qui était aussi un challenge de nettoyage de données. Mais on peut imaginer des concours pour plein d'autres sujets. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que quand on joue, quand on s'amuse, on a plus de facilité à faire passer des messages, à récolter l'adhésion et la participation des gens. Donc, ne pas hésiter à gamifier notre démarche RSE, à la rendre sympa, à la rendre concrète, rigolote et à faire vivre des jeux, des challenges, des concours en interne pour mobiliser autour de ces sujets. Avant-dernière bonne pratique, c'est aussi une bonne pratique interne, donc à destination de vos collaborateurs, c'est d'intervenir dans des associations ou avec des associations. Donc, vous savez que vous pouvez peut-être proposer à votre entreprise de rejoindre 1% pour la planète, qui consiste à donner 1% de son chiffre d'affaires à des causes sociales ou environnementales. Vous pouvez aussi soutenir Time for the Planet, qui permet finalement de financer des entreprises et des projets qui permettront de contribuer aux résolutions des problématiques sociales et environnementales. On a aussi Benenova pour ceux qui sont en région parisienne, qui permettent d'intervenir ponctuellement sur une demi-journée ou sur une journée uniquement dans des associations, parce que parfois on ne sait pas trop, quand on a juste un créneau de disponible, une demi-journée ou une journée, on ne sait pas trop auprès de quelle association se rapprocher, sur quelle mission. On a l'impression que c'est plus facile quand c'est un engagement long terme et régulier. Mais Benenova permet justement de mettre en relation les gens, que ce soit des particuliers ou des professionnels, avec les associations qui ont des besoins très ponctuels. Voilà. Vous pouvez aussi organiser en interne une session de ramassage des déchets sur la plage, sur les quais de Seine. Voilà, c'est des actions qui sont importantes et qui permettent de faire participer tout le monde, ou d'organiser des collectes de nourriture, de vêtements. Ça a été beaucoup le cas ces derniers temps avec la guerre en Ukraine. On a vu beaucoup d'entreprises se mobiliser pour faire participer leurs collaborateurs. Donc évidemment, n'attendons pas la RSE pour aider les gens, mais dans le cadre de notre démarche RSE, on peut faire participer nos collaborateurs en les mettant en relation avec des personnes qui ont besoin de notre aide sur des sujets matériels ou financiers. Et enfin, dernière bonne pratique parmi toutes celles que j'aimerais vous partager, mais bon, il faut bien vous faire une sélection, c'est de réaliser une enquête en interne, un peu comme un baromètre social, une enquête de bien-être au travail finalement, qui permettra de récolter comment le salarié se sent. On peut poser des questions du type « Est-ce que vous vous projetez encore dans l'entreprise dans 5 ans ? Est-ce que vous rigolez tous les jours ? Est-ce que vous êtes reconnaissant de vos managers ?» Posons des questions comme ça qui va permettre de comprendre le climat social et qui va aussi permettre finalement de voir quelles sont les attentes de nos collaborateurs, quelles sont leurs idées et ce sur quoi on peut progresser. Parce qu'on peut avoir le plus beau plan d'action du monde, s'il ne correspond pas aux attentes et aux enjeux de notre entreprise, ce ne sera pas un bon plan d'action. Un bon plan d'action est un plan d'action qui tient compte des attentes et des intérêts de nos parties prenantes, et là, en l'occurrence, nos collaborateurs. Donc, je ne sais pas si ça fait longtemps ou non que vous n'avez pas fait une enquête en interne. N'hésitez pas à le faire. Souvent, on me dit « Oui, mais moi, si on a un problème, la porte est ouverte, tout le monde sait qu'on peut venir me parler, c'est facile de parler avec moi. » C'est peut-être pas si facile que ça pour tout le monde.
On peut avoir l'impression que c'est facile, mon application, c'est peut-être plus difficile pour certaines personnes. Une enquête anonyme va permettre de faire ressortir des informations et de montrer à nos collaborateurs qu'on les implique, qu'on leur explique aussi ce qu'est la RSE et pourquoi on fait ça. Et donc, ça va permettre de faire vivre votre démarche. Hop. Allez, les 7 petits conseils, les 7 bonnes pratiques que je peux vous donner. Alors, ces bonnes pratiques-là sont souvent issues d'erreurs que j'ai vues chez les autres, chez certains clients ou chez certaines entreprises. Donc, ce sont des bonnes pratiques, mais vous allez voir, c'est aussi des choses à ne pas faire. Alors, on va commencer. Impliquer dans toutes les étapes, impliquer, communiquer. On n'a pas besoin d'être parfait pour communiquer. On n'a pas besoin d'avoir tout terminé pour communiquer. Par contre, on a besoin de récolter l'adhésion, la confiance et la mobilisation de chacun. Et ça, on ne peut le faire que si on implique à toutes les étapes. C'est-à-dire que si un jour, vous dites à vos collaborateurs, tiens, réunion de présentation du plan d'action RSE, ça fait 6 mois qu'on bosse dessus, on est super content de vous présenter notre plan d'action. Mais aussi, autour de la table, vous n'avez personne qui comprend vraiment ce qu'est la RSE et des personnes qui sont un petit peu frustrées qu'on ne leur ait pas demandé ce qu'on pourrait faire alors qu'elles avaient bien envie de donner leur avis. Vous allez créer de la résistance au changement et vous allez voir que votre démarche RSE va s'essouffler très, très vite. Donc, ce que je préconise, c'est d'impliquer dans toutes les étapes, dès le départ et au fur et à mesure. Okay, on n'attend pas d'être parfait, on n'attend pas d'avoir terminé, juste on tient au courant, on communique, on formalise et on avance. Deuxième conseil, essayez de marketer cette démarche RSE, d'oublier le jargon RSE, peut-être même oublier le mot RSE d'ailleurs, parce que ça peut être source d'incompréhension, de confusion. Donc, trouvez votre champ lexical, trouvez vos mots, demandez ce qui est compréhensible, comment on aimerait l'appeler, mais essayez de rendre la RSE positive, sympa, concrète et accessible. Je vais vous prendre l'exemple de l'entreprise Le Slip Français qui a comparé sa démarche RSE à une montagne qu'il fallait faire l'ascension, gravir ensemble, s'entraider, s'épauler. Ils avaient appelé ça l'ascension du mont ninja. Et donc, du coup, leur petit avatar de la RSE, c'était un petit ninja. Il y avait des montagnes dessinées. Et ça la rendait concrète, ça la rendait sympa. Et je peux que vous encourager à essayer de trouver votre petit vocabulaire, votre petite mascotte RSE, votre slogan RSE, voilà, qui va venir la rendre un petit peu plus sympa et plus facilement communicable. Oups, c'est pas ça ce que je voulais faire. Je continue. Partager le pourquoi, toujours le pourquoi. C'est un peu comme tout dans la vie, si on ne comprend pas pourquoi on doit changer, pourquoi on doit agir, pourquoi est-ce que ça a un impact sur l'environnement, sur les gens, si on ne comprend pas, on ne va pas réussir à changer ou alors on ne va pas vouloir changer et on ne va pas se mettre en action. Le plus gros défi des démarches RSE, c'est de communiquer, de partager le pourquoi, d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on n'est pas encore parfait, pourquoi on a mis en place cette bonne pratique. Et si on le comprend, alors il va être bien plus facile de récolter l'adhésion et les avantages de notre démarche RSE. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, c'est vrai qu'être les cordonniers les plus mal chaussés, c'est pas possible. C'est pas une bonne pratique, tout du moins. Et dire que l'on fait quelque chose et ne pas le faire, c'est vraiment la meilleure manière de créer des frustrations et de braquer les gens, quoi. On ne peut pas communiquer des choses qui ne sont pas réelles. Et parfois, c'est le cas des grandes entreprises qui ont de très beaux rapports RSE, avec plein de choses qui sont faites, mais personne n'est au courant. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que les collaborateurs se reconnaissent dans la société. Et du coup, c'est difficile ensuite de remobiliser sur des sujets de RSE. Essayer de ne jamais imposer, mais plutôt de suggérer, de donner envie. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile la limite entre ne pas imposer et devoir le faire. Je prends l'exemple des fresques du climat. C'est vrai que si on dit aux gens, il y a 10 places de disponibles, viens qui veut, peut-être que c'est toujours les mêmes personnes qui vont venir, que c'est des personnes déjà convaincues, déjà sensibilisées, alors que justement, il faut aussi essayer de convaincre ceux qui ne sont pas sceptiques, mais qui n'iraient pas spontanément.
Donc là encore, en expliquant le pourquoi et à quel point c'est bien et important, ça va permettre de donner envie de participer peut-être sans imposer. Imposer, c'est vraiment en dernier lieu quand on n'a vraiment pas réussi à faire naître l'envie et la conviction chez la personne. Communiquer de manière responsable, donc pour cela, je vous encouragerais, vous pourrez cliquer à consulter, enfin à acheter, ça coûte 12 €, le guide de la communication responsable, édition 2020, qui a été communiqué, partagé par l'ADEME. C'est un guide d'une centaine de pages qui explique comment communiquer autant dans le fond que dans la forme, de manière responsable et durable. La communication, c'est aussi les événements, c'est aussi la vidéo, c'est aussi les portes ouvertes, plein de choses. Et si on communique mais qu'on fait des erreurs et qu'on crée des incompréhensions dans les messages ou des incohérences dans nos discours, on va passer à côté de quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à vous renseigner sur la communication responsable. Alors, si j'ai encore cliqué sur le lien qui va apparaître d'une seconde à l'autre, s'appuyer sur le calendrier des événements RSE. Donc voilà, je vous ai mis le lien aussi, vous pouvez retrouver sur mon site internet. Les événements RSE, ce sont toutes les journées mondiales, les semaines nationales, les journées de ceci ou de cela, qui sont en lien avec la RSE, évidemment, mais qui sont surtout de parfaits prétextes, de parfaites excuses pour organiser un atelier, faire intervenir un prestataire, partager une information, partager un chiffre. Profitons de ces événements, du calendrier des événements RSE, pour pouvoir faire vivre notre démarche RSE et aborder des sujets comme le recyclage, comme les océans, comme la mobilité, comme la qualité de vie au travail, qui sont rythmés tout au long de l'année et qui ont leur temps fort une fois par an. Hop, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire aussi, ce sont les prochains rendez-vous. Nous organisons 2 fresques du climat dans les locaux de La Rochelle, dans les locaux de Rupture Engagée, donc le vendredi 13 mai et le vendredi 1er juin. Nous avons décidé de rendre ces ateliers gratuits. Normalement, enfin, il faut juste reverser une redevance de 10 € à l'association de la fresque du climat. Donc, il y a une quinzaine de places disponibles à chaque date. Et sinon, pour les prochains webinaires, on en a un une prochaine fois le 31 mars sur les 5 erreurs à ne pas commettre en RSE. Et un prochain, 31 mars, j'ai dit une bêtise, c'est le 31 mai, excusez-moi. Et un prochain le 21 juin sur les éco-gestes au bureau. Et enfin, si jamais vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche RSE à vous et appliquer des conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, vous pouvez retrouver dans ce PowerPoint, en cliquant sur le document, le catalogue des ateliers et des conférences RSE de Rupture Engagée. Donc, tous les ateliers que je vous ai cités, vous pourrez avoir des informations sur quels sont leurs objectifs, quels sont le déroulé, combien de temps ça prend, combien ça coûte. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, vous former au sujet de la RSE. C'est vrai que former ces managers, ces collaborateurs à la RSE peut vraiment être utile pour obtenir leur mobilisation. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous partager. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a donné des clés. Je vais arrêter l'enregistrement et on va garder du temps pour les questions-réponses. Hop. Merci à tous.